Bonjour Strasbourg. Le climat est un peu frais dehors, mais je dois dire que tous nos camarades ici ce soir, et surtout vous toutes et vous tous, nombreuses et nombreux, avaient réchauffé l'atmosphère. Donc pour ça, déjà un immense merci à toutes celles et à tous ceux, aux colleurs fous et aux distributeurs de fous, de tracts fous à Strasbourg qui ont permis l'organisation de ce meeting. Merci à mes collègues à l'Assemblée nationale d'être là, à Florent, à Martine, mais aussi à Emmanuel. Je dois dire que Emmanuel et moi, on a fait quasiment tous les meetings à Strasbourg ensemble. C'est mon côté un peu strasbourgeoise, moi qui viens de l'autre bout de la France. Et quand je les vois à l'Assemblée nationale, je suis fière de la bataille qu'ils portent collectivement, fière du programme de la NUPES qu'ils portent. Et amis strasbourgeoises et strasbourgeois, vous pouvez être fiers, pas seulement les parents d'Emmanuel, que je salue. Et évidemment, permettez-moi de commencer en saluant et en remerciant chaleureusement mes camarades européens, dont certains sont présents ici sur cette scène, Nikolai, Malin, Annabella. C'est un petit message au passage aux commentateurs qui nous pensent ou qui souhaiteraient nous voir isolés, esseulés en Europe. Regardez, cette salle est la meilleure réponse. La présence de nos camarades européens ce soir est la meilleure réponse. Notre alliance Maintenant le peuple est la meilleure réponse. Parti de 6 partis en 2018, nous sommes désormais 15 partis rassemblés pour faire tomber l'extrême droite et les macronistes partout en Europe. Et je dois dire, à titre plus personnel, que je suis fière de présider ce groupe au Parlement européen. Pour la petite anecdote, quand j'ai débarqué pour la première fois à Strasbourg et à Bruxelles, on m'a demandé si j'étais la stagiaire de Manuel Bompard. Je pense que 5 ans après, ils vont se souvenir de mon nom. Et je suis fière d'avoir été la plus jeune présidente de groupe de l'histoire du Parlement européen pour montrer que oui, le Parlement européen n'était pas réservé à un petit nombre de puissants. Et je suis fière qu'avec tous nos camarades européens, toutes nos délégations européennes dans ce groupe si diversifié, que notre groupe pugnace, combatif, soit capable de mener de front des batailles pour engranger des victoires, pour les travailleurs avec Leila et Nikolai, pour les droits des femmes avec ma collègue suédoise Malin, pour la planète avec Marina, pour les Outre-mer avec Younous, contre l'austérité avec Annabella et José, mon autre collègue portugais qui est là. Ils font la force de ce groupe qui demain, j'espère le 10 juin, grâce à vous, partout en Europe, reviendra encore plus fort pour qu'ils se souviennent du nom de l'ensemble de nos députés, de notre groupe au Parlement européen qui continuera de tenir tête. Je suis fière aussi de ce groupe qui n'a jamais donné aucune voix aux accords de libre-échange. Fière de ce groupe qui refuse les petits arrangements entre amis, qui, de petits arrangements en petits arrangements, sont souvent en réalité des grands reniements. Je veux parler par là de l'accord qui régit notre Parlement européen entre les socialistes, la droite et les macronistes. La réalité, c'est que ces 3 groupes au Parlement européen gouvernent ensemble. Et ils gouvernent ensemble pour le pire. On en a eu la démonstration pas plus tard qu'aujourd'hui. À midi, on sort pour les collègues européens d'une session de vote. Et dans cette session de vote, ils viennent de voter
la funeste réforme des règles budgétaires qui nous condamne à l'austérité à perpétuité et sacrifiera tout, absolument tout, sur son passage. Nos écoles, nos hôpitaux, notre assurance chômage, nos retraites. On connaissait déjà leur troïka faite de la Commission, de la Banque centrale européenne et du FMI. On a maintenant la troïka, Macron, Glucksmann et Bellamy. Alors je le dis, nous serons le groupe qui refusera de mettre à genoux nos services publics et notre protection sociale. Voilà la réalité de leur politique des puissants d'aujourd'hui. Dans la bulle bruxelloise, la démocratie est rétrécie par les petits arrangements. Mais hors de la bulle bruxelloise ou même strasbourgeoise, pour ne pas faire de jaloux, je fais attention quand même, on est à Strasbourg, la démocratie, elle, est assaillie par les attaques d'un pouvoir en roue libre. Car, si on regarde un petit peu là dans le rétroviseur de ces derniers jours, on vit une campagne qui est assez, surprenante. On va chercher ce mot-là. On a la Macronie qui privatise les moyens officiels de la présidence pour faire campagne, les préfets qui interdisent les réunions publiques de l'opposition et les manifestations antiracistes, et puis la justice qui s'en mêle avec la police, qui condamne la CGT et convoque notre candidate Rima Hassan, et aujourd'hui notre présidente de groupe à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot. Pour quel crime Mathilde et Rima ont-elles commises? Celui de soutenir le peuple palestinien face au carnage humanitaire commis par le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Et voilà que la solidarité avec la Palestine serait devenue un délit. Que toutes celles et tous ceux ici dans cette salle, vous allez être les prochains, toutes celles et tous ceux qui demandent un cessez-le-feu, la fin du carnage. Alors, plus que jamais, nous le disons, et même si pour cela, il faut faire face à la police ou à la justice, oui, nous continuerons de dénoncer plus que jamais le carnage qui fait rage dans la bande de Gaza et à demander un cessez-le-feu. Cessez-le-feu. Je ne sais pas si on mesure bien le seuil qui vient d'être franchi. J'en discutais avec certains de mes collègues et camarades au Parlement européen et on s'interrogeait, on se posait cette question sur le fait inédit en France. Est-il devenu impossible d'organiser dans notre pays des conférences quand on est dans l'opposition? Y a-t-il même une seule démocratie dans le monde où contester la vision que le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou veut imposer du conflit israélo-palestinien peut suffire à vous envoyer dans un commissariat? J'ai raté quelque chose? Le délit d'opinion est-il rétabli dans notre pays? Est-on chez Viktor Orban, le Premier ministre hongrois? Chez Mélanie? Ou alors, voire même, j'ai encore raté une étape, Marine Le Pen est arrivée au pouvoir? Quelle est la prochaine étape, les amis? La dissolution de la France insoumise? C'est ça qu'ils veulent? Un pouvoir qui décide seul et par lui-même? Est-ce qu'ils vont criminaliser les voies de la paix comme ils ont criminalisé les militants écologistes, les militants syndicaux, les militants associatifs? Alors, je le dis en notre nom à tous, ici, depuis Strasbourg, non, nous ne nous tairons pas. Ils ne nous intimideront pas. Et oui, nous continuerons à tenir tête, la tête haute, de celles et ceux qui bataillent vaillamment contre celles et ceux qui veulent nous faire taire. D'où qu'ils soient, où ils soient, nous continuerons notre combat. Et je le dis avec beaucoup de fermeté.
particulièrement dans ce meeting européen. Dans aucun autre pays, cette situation n'aurait été acceptable. Alors, je veux le dire à tous les démocrates de ce pays, que vous soyez d'accord avec nous ou non, à tous ceux qui sont attachés à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion, je le dis, réveillez-vous. Réveillez-vous avant que ce ne soit trop tard. Et je le dis aussi à tous ceux qui croyaient nous intimider, ils nous ont au contraire remobilisés. Votre nombre ce soir, vos sourires, votre détermination aussi aujourd'hui sont notre meilleure réponse. Alors oui, continuez dans les prochains jours à opposer votre sourire, votre force, mais aussi votre indignation pour que plus que jamais, les principes démocratiques dans notre pays soient respectés. Et vous avez remarqué que la Macronie à la dérive n'utilise pas que la répression dans cette campagne, il tente aussi d'utiliser les moyens de l'État. Il y a quelques jours, un tweet de l'Élysée, je regarde toujours avec beaucoup d'attention les tweets de l'Élysée, puis tiens, voilà que Emmanuel Macron vient faire la promotion de sa candidate, Valérie Hayé. Et dans 2 jours, on aura droit à Emmanuel Macron qui privatise la Sorbonne pour lancer leur campagne à tonnes. Évidemment, tout ça, pas décompté du temps de parole de la candidate Valérie Hayé, tant qu'à faire, autant utiliser l'État jusqu'au bout. Et je veux dire de manière assez claire, en démocratie, les moyens de l'État ne peuvent être dévoyés au service d'une campagne, raison pour laquelle nous avons saisi la Commission nationale des comptes de campagne. En République, il ne peut y avoir de candidature au-dessus des lois. En démocratie, on ne poursuit pas ses opposants. Voilà comment, dans le contexte des élections européennes, cette campagne devrait se passer. Mais vous avez bien vu que c'est tout l'inverse. Et je comprends qu'Emmanuel Macron essaie de faire un peu diversion. Celle-là, elle est un peu grossière de diversion, je vous l'accorde. Mais si l'on revient à son discours initial de la Sorbonne, puisque c'est ça dont il va nous parler dans 2 jours, parce que j'ai reçu une petite invitation. Moi et mes petits camarades de députés européens. Vous, les députés nationaux, je crois, non, vous n'avez pas eu droit. Mais j'y reviendrai après. Il invite ceux qui votent, qui ne sont pas disponibles cette semaine, mais il vous invite, vous, les députés nationaux, il ne vous invite pas. Je vous lis cette invitation. Monsieur Emmanuel Macron, président de la République, prie Manon Aubry de bien vouloir assister au discours sur l'Europe qu'il prononcera dans la perspective du prochain agenda stratégique de l'Union européenne à l'Université de la Sorbonne. C'est toujours un peu pompeux, les titres. Alors, déjà, lui, il a le droit de faire des conférences dans les universités? Ça s'applique à géométrie variable? Cette invitation, elle est pour le 25 avril à 11h. À la base, il devait parler aujourd'hui. Donc nous, on s'était dit qu'on allait lui répondre ce soir. Mais il a décalé de 2 jours, chose un peu hasardeuse, le 25 avril à 11h, c'est-à-dire ce jeudi, en pleine session de vote. Emmanuel Macron invite les parlementaires européens à venir assister à son discours alors qu'on a notre dernière session de vote du Parlement européen. Alors j'ai 2 hypothèses. Soit il n'en a rien à faire de l'Union européenne, soit il a relu toutes les promesses qu'il nous avait faites dans son premier discours de la Sorbonne en 2017, et il a un peu honte de son bilan. En vrai, on aurait honte pour moins que ça. Alors je vous propose qu'on fasse un peu le bilan, calmement, simplement, en se remémorant chaque instant, pour ceux qui ont la ref. Et pour faire le bilan, j'ai fait un truc, je me suis replongée dans son premier discours de la Sorbonne. Faites pas ça, vous allez avoir une migraine, rassurez-vous, je vais vous le résumer ce soir. Pas la peine. Je vais faire gagner du temps. Je sais qu'il y en a certains à gauche qui ont trouvé ce discours formidable, ce discours de 2017 avec lequel ils sont d'accord. On va vous faire la démonstration que ce discours était déjà bien vide de sens. Mais je vous le résume d'une chose. L'Europe de Macron, elle tient toutes les promesses antisociales qu'il a faites en 2017 et aucune des annonces progressistes qu'il avait faites. Voilà pourquoi
avec ce discours de la Sorbonne, ce qui est clair pour nous, c'est qu'il va falloir démacroniser l'Europe, qu'il va falloir en finir avec la politique d'Emmanuel Macron en Europe. Je vous fais le récap, ça va aller vite. Il avait promis l'austérité, le marché unique, le marché de l'énergie. Ça, il a plutôt bien fait. Il avait promis une politique migratoire stricte, je le cite, Damien en a parlé, on parlerait plutôt de politique migratoire inhumaine. Ça, il n'y a pas à dire, contrat rempli. Mais ce qu'il a fait aussi, ce sont les pires horreurs, avec les pires alliés, des plans d'austérité qui succèdent, le maintien du glyphosate, l'élection d'une anti-IVG à la tête du Parlement européen, le gaz et le nucléaire classés comme des énergies vertes. Voilà, en quelques mots, son bilan au niveau européen. Mais je suis sûre que ce jeudi, allez, je vous le donne dans le mille, le président de la République aura une mémoire légèrement sélective. Parce que on sait trop bien combien il est capable de faire des promesses qui en réalité ne sont pas respectées. Alors j'ai regardé certaines de ses promesses. Il avait promis, je cite, « Je ne veux pas de nouvelles discussions commerciales avec les règles d'hier qui nous ont conduit à ces situations absurdes que nous avons aujourd'hui sur l'accord entre l'Europe et le Canada. » Attendez là, il ne parle pas de l'accord commercial avec le CETA? Celui qui vous empêche de voter à l'Assemblée nationale? Et puis il nous dit, non, il ne faut pas que ce soit un exemple, mais toute la ribambelle d'accords de libre-échange qu'on se tape au Parlement européen, c'est exactement la même chose que l'accord de libre-échange avec le Canada. Puis si je fais la liste de ses promesses, il avait promis de faire la transition écologique. Bilan, il se fait condamner en justice pour inaction climatique et il désobéit aux normes européennes en matière de pollution de l'air et en matière d'énergie renouvelable. Comme quoi, ceux qui désobéissent aux règles européennes ne sont pas toujours ce qu'on croit. Il promettait une taxe sur les transactions financières disparues aux oubliettes. Il nous parlait de souveraineté industrielle, mais malheureusement l'Europe continue de fermer à tour de bras des usines, à commencer par des usines de production de panneaux solaires. Il voulait la convergence sociale, mais il pousse aujourd'hui à toujours plus d'élargissement pour toujours plus de dumping. Il promettait une refondation démocratique de l'Union européenne. On a eu droit, comme commissaire européen pour la France, à Thierry Breton, un ancien ministre de Jacques Chirac. En réalité, si l'on veut faire le bilan d'Emmanuel Macron, c'est un peu comme un arnaqueur sur Tinder. Vous savez, l'application de rencontre. Il vous dit tout ce que vous voulez entendre pour vous séduire, mais une fois qu'il a eu ce qu'il veut, il disparaît. Alors, le 9 juin, on compte sur vous. Ne vous faites pas avoir, vous pouvez faire une chose, swipe left, au suivant. Parce que les beaux parleurs, on en a tous connu. On l'a vu mettre un petit col roulé pour faire face au dérèglement climatique. Et puis le lendemain matin, couper les budgets de la transition écologique. Allez demander à nos alliés européens s'ils sont contents d'avoir Emmanuel Macron au niveau européen pour porter une parole soi-disant progressiste. La réalité, quand on fait le bilan depuis Bruxelles ou Strasbourg, c'est que Emmanuel Macron fait honte à la France sur la scène européenne. Et non content de trahir ses promesses, il s'est aussi acharné activement à tenter de bloquer les progrès arrachés par notre groupe au Parlement européen. Leïla a parlé tout à l'heure de l'action de Macron pour bloquer la présomption de salariat pour les travailleurs ubérisés. Mais il ne s'est pas arrêté là, il a tenté aussi de faire autoriser l'espionnage des journalistes. Il a bloqué la définition aussi européenne du viol comme une absence de consentement. Avec ses meilleurs alliés de circonstance, Viktor Orban, pas plus tard qu'aujourd'hui, on était dans l'hémicycle avec Malines, et tous les députés européens, quels que soient les groupes, pointent du doigt Emmanuel Macron. Vous savez, celui pour qui Gérard Depardieu rend fière la France. Eh bien nous, ce qui nous rendrait fiers, c'est qu'enfin, très clairement,
on dise qu'une relation sexuelle sans consentement est un viol. Point barre, et c'est ce pourquoi on se battra. Emmanuel Macron, c'est aussi celui qui a réussi à exclure les banques des règles sur le devoir de vigilance des multinationales. Ce texte pour lequel je me suis battue pendant 5 ans, pour qu'enfin les multinationales règlent et payent des comptes quand elles violent les droits humains ou saccagent l'environnement dans leur chaîne de production. Voilà qui est Emmanuel Macron, voilà son véritable bilan pour toutes celles et tous ceux qui se demandaient. Victor Hugo disait, bien avant qu'Emmanuel Macron soit né, mais je trouve que c'est très d'actualité, ce que Paris conseille, l'Europe le médite. Ce que Paris commence, l'Europe le continue. Alors tout l'enjeu, c'est précisément que l'Europe arrête de continuer les politiques de malheur social et de malheur écologique auxquelles Emmanuel Macron nous condamne. L'objectif précisément le 9 juin, c'est d'arrêter avec ces politiques de malheur et d'aller démacroniser l'Europe. Macron, en somme, s'il fallait résumer son Europe, c'est l'Europe des profiteurs. Notre Europe à nous, c'est celle des travailleurs. Macron, c'est l'Europe des ultra-riches. Notre Europe à nous, c'est celle qui taxera les super-profits et les super-fortunes. Macron, c'est l'Europe qui ferme les usines de panneaux solaires. Notre Europe à nous, c'est celle du protectionnisme écologique et social. Macron, c'est l'Europe de la guerre. Notre Europe à nous, c'est l'Europe de la paix. Macron, c'est l'Europe des barbelés. Notre Europe à nous, c'est l'Europe de la solidarité. Macron, c'est l'Europe des Depardieu et de l'impunité. Notre Europe à nous, c'est l'Europe de l'égalité. En somme, Macron, son Europe, c'est l'Europe de l'austérité, du libre-échange et du tout-marché. Alors, le 9 juin, donnez-nous la force de tout changer pour remplacer son Europe par celle de la solidarité, du protectionnisme et de la défense des biens communs. Mais pour tout changer, les amis, il faudra aller faire un petit peu le ménage au Parlement européen et dans les institutions européennes, parce qu'en réalité, démacroniser l'Europe doit tout d'abord passer par chasser ceux qui susurrent à l'oreille de nos dirigeants européens. Vous voyez de qui je veux parler? Les lobbies. Ah, Bardella, pas mal. Mais Bardella, je sais qu'il n'est jamais présent au Parlement européen, on l'oublie, mais c'est lui qui appuie directement sur le bouton. Donc, allez chasser ceux qui susurrent à l'oreille des dirigeants européens, les lobbies. Parce que, en réalité, toutes les horreurs que je vous ai listées, elles ont un point commun. Elles ont été soufflées, inspirées, parfois directement décidées par les lobbies eux-mêmes. En somme, dans l'Union européenne, le pouvoir de l'argent est souvent mieux traité que le pouvoir des gens. Et Bruxelles, où c'est un peu moins le cas à Strasbourg, c'est aussi pour ça qu'il faut défendre le Parlement européen à Strasbourg, il y a un peu moins de lobby ici qu'à Bruxelles. Bruxelles, c'est Lobbyland. Il y a en moyenne 70 lobbyistes par député européen. Vous prenez chacun de nous comme député européen, il y a en moyenne 70 lobbyistes, ils dépensent 3 milliards d'euros par an. Et je dois dire que c'est plutôt efficace, vu comment ils arrivent à leur fin. Pourquoi, en somme, se soucier de la démocratie quand on peut arranger de bons amis? Car ils sont bons amis, très bons amis même. À tel point que les lobbies ne se contentent pas de dicter les lois à la Commission. Des fois, ils ont trouvé même plus pratique, ils les écrivent eux-mêmes. Prenez par exemple Total,
Shell, BP et tous les autres pollueurs climato-sceptiques réunis dans une plateforme spéciale pour orienter la politique européenne de l'énergie. C'est eux qui font la loi en Europe. Et oui, à Bruxelles, les députés changent tous les 5 ans. Mais les lobbyistes, eux, sont toujours présents, trop présents. Et ils ont, je dois dire, un allié de choix, Emmanuel Macron, lui-même. Parce que dans toutes les horreurs que je vous ai listées juste avant, quand il utilise directement un document du MEDEF pour réduire à néant la transparence fiscale, il est directement la courroie de transmission des lobbies. Macron, c'est aussi celui qui protège Uber. Leïla en a parlé et on l'a vu avec les Uber Files. Macron, c'est celui qui protège les banques pour qu'elles soient exclues du devoir de vigilance des multinationales. Mais parfois, les lobbies, ils se disent, même avoir un dirigeant européen avec eux, ça ne suffit pas. Ils ne s'arrêtent pas là. Ils font encore plus simple. Ils payent des députés. C'est vrai. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire plus simple? Avoir directement des députés à leur botte. Tenez-vous bien. Cette statistique fait froid dans le dos. 1/4 des députés européens touchent une rémunération annexe, comme ils appellent. Parce que c'est vrai que les indemnités d'élus, ça ne suffit pas pour vivre, non? Nous, à la France Insoumise, on est fiers de reverser une partie de notre indemnité d'élu. Mais pour eux, c'est jamais assez. Il faut toujours plus d'argent dans leur poche, toujours plus s'enrichir. Et on parle en tout de 4 à 11 millions d'euros par an en tout. Des jetons de présence, par exemple, dans des conseils d'administration de grandes entreprises. Je vais vous donner un exemple, tiens, qui a un peu fait parler dans l'actualité récemment. C'est une ancienne députée européenne, mais ces pratiques sont toujours en vigueur, ce type de pratique. Cette ancienne députée européenne, elle a touché 900 000 euros de la part de Renault et 800 000 euros de la part de Orange. Mais rassurez-vous, elle a été vraiment sanctionnée. Hors des questions qu'on la voit réapparaître au pouvoir, qui plus est en plus avec Emmanuel Macron, qui est si intransigeant, si attaché à la transparence et à l'éthique. Vous l'avez oublié, cette députée? Rachida Dati. Elle a trouvé refuge au gouvernement. Mais vous savez, c'est loin d'être la seule. Il y en a encore plein là, dans les députés à l'heure actuelle qui s'en mettent plein les poches. Des députés du Rassemblement national sont plutôt bien classés dans ce classement. C'est d'ailleurs au passage le seul classement où ils sont bien classés. Vous allez les voir en tête. Nul ne peut avoir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. C'est dans l'Évangile, selon saint Matthieu. Ça m'arrive pas souvent de citer l'Évangile. Mais quel maître vous pensez que ces élus choisissent? À qui vous pensez qu'ils rendent des comptes? Aux électeurs qui les élisent? Ou à ceux qui les payent, parfois très grassement? Parce qu'à la fin, on ne mord pas la main qui vous nourrit. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas que les lobbies et les entreprises qui payent les députés. Il y a aussi les dictateurs. Par exemple, le Qatar, qui a mis en place une opération de corruption massive digne d'une série Netflix. Et je me souviens que j'étais bien seule à lancer l'alerte sur ce scandale il y a quelques mois de cela. Pendant 1 an, je me suis battue pour avoir une résolution au Parlement européen pour dénoncer les violations des droits humains liées à l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar. Vous allez me dire une évidence, il a fallu 1 an pour avoir une simple résolution. Et une fois qu'on s'est retrouvés dans le huis clos des négociations, parce que oui, au Parlement européen, Leïla parlait des fameuses négociations, elles se déroulent à huis clos. Donc imagine, on ferme les portes, plus personne ne sort, pas de caméra, pas d'ONG, pas d'association, pas de journalistes ne peuvent y avoir accès. Et imaginez que dans ce cadre feutré, un député socialiste, parce que c'était des députés socialistes qui étaient au cœur de scandale, me disent « Mais attends là, ton affaire de violation des droits humains liée à la Coupe du Monde, peut-être qu'on pourrait un peu parler du rôle que joue le Qatar dans l'approvisionnement en gaz. » Comment ça? Attends, on parle des violations des droits humains et dans notre texte, il faut parler du rôle joué par le Qatar dans l'approvisionnement en gaz à l'Europe?
C'est du chantage, non? C'est quoi, le Qatar qui menace de couper les robinets en pleine crise énergétique? Voilà un des nombreux, trop nombreux exemples. Et à ce moment-là, j'ai lancé l'alerte. C'était un mois avant que le scandale n'éclate. Évidemment, j'étais loin de savoir qu'il y avait des valises de billets, mais on l'a vu tous les jours. Chacun des députés européens ici peut témoigner de l'influence, l'incidence, l'ingérence des lobbies et des puissances étrangères. C'est vrai avec le Qatar, mais c'est vrai avec de trop nombreux États. Dernièrement, on nous a appris que c'était avec la Russie. Pardon. Dernièrement, on nous a dit que c'était la Russie qui finançait des députés d'extrême droite pour servir la propagande du Kremlin. Après tout, bon, la Russie, Vladimir Poutine finance déjà la campagne de Marine Le Pen, ce n'est que la suite logique. Parmi eux, on trouve Thierry Mariani, ancien député de l'UMP, devenu Rassemblement National. Et puis, on comprend mieux pourquoi Jordan Bardella vote maintenant contre absolument toutes les réformes éthiques qu'on essaie de prôner au Parlement européen. Alors, je vous le dis, les amis, ce sera un de nos engagements principaux de cette campagne. Avec nous, pas de compromission, pas d'achat, pas de vente. Nous interdirons pour tous les députés européens de toucher des rémunérations annexes. Parce qu'en démocratie, il n'y a qu'un maître, le peuple, le seul à qui on doit rendre des comptes. Alors, le 9 juin, vous avez le choix, un choix très clair, des députés qui se laissent acheter ou des députés qui combattent. Eux ont des intérêts, nous, on a des valeurs. Alors plus que jamais, le 9 juin, enfin, on va faire primer l'éthique sur le fric. Parce que je dois vous dire ma colère. Je me souviens, tous ces députés qui, après le scandale, sont venus dans l'hémicycle, la main sur le cœur, dire « Plus rien ne sera jamais comme avant, on vous promet, on va tout changer. » Eux aussi, ils aimaient bien déjà notre slogan « On va tout changer. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Quasiment rien. Une fois qu'il a fallu voter des vraies réformes. Parce que le cœur de tout ça, c'est l'opacité, qui est la règle dans les institutions européennes. Vous savez, les lobbies, les ingérences étrangères sont comme des vampires. Ils détestent la lumière. Alors le 9 juin, on va être des millions à projeter un immense faisceau de lumière et de transparence pour dénoncer leur magouille et dire que oui, nos députés ne sont pas à vendre. Chers amis, pour finir, il est clair qu'on a face à nous un camp du fric qui est, lui, très bien organisé. Il a ses candidats pour maintenir le statu quo, la cogestion dont je parlais, le business as usual en faveur des riches et des racistes. Mais la vérité, c'est qu'ils ont peur. Peur de vous, peur de nous tous. Le ton est clair dans cette campagne. Ils ne veulent pas de la démocratie. Comme en 2005, ils ne voulaient pas que le peuple s'exprime. Bardella ne participe même pas aux travaux du Parlement européen. Le seul truc dans lequel on voit, il n'est même pas là au débat. C'est la première fois que je l'ai vu, là, c'était au débat du MEDEF. Chacun ses priorités. La vérité, c'est qu'ils ne veulent pas du peuple, qu'ils préfèrent interdire les manifestations pour suivre les opposants, mais que eux, les néo-nazis, peuvent défiler sans problème. La vérité, c'est que le gouvernement ne fait rien pour inscrire les 12 millions de personnes qui ne peuvent pas voter parce qu'elles ne sont pas inscrites ou mal inscrites sur les listes électorales. La vérité, c'est que les lobbies, ils ont choisi leur candidat et le pouvoir a choisi son opposition. Ils veulent un petit pas de deux entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, entre Jordan Bardella et Valérie Hayé. Ils veulent rester entre eux. Une élection où ne votent que les plus riches ou les plus puissants. Mais, je veux le dire assez clairement, l'élection européenne n'est pas une AG de copropriété du 16e 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 16e
Alors les amis, il nous reste 1 mois et demi. 1 mois et demi pour renverser la table. 1 mois et demi pour montrer que le peuple peut se mêler de cette élection. 1 mois et demi pour aller convaincre son voisin, son collègue de bureau, sa famille. 1 mois et demi pour faire parler de cette campagne. 1 mois et demi pour faire la démonstration qu'il est possible de tout changer. 1 mois et demi, grâce à vous, le 9 juin, on se donnera le pouvoir de renverser l'Union européenne, ses politiques libérales. Dans 1 mois et demi, les amis, on aura fait la démonstration qu'ensemble, nous pourrons tout gagner. Et je voudrais terminer avec ces mots de Walter Benjamin, qui est un illustre philosophe allemand qui a fui le nazisme. Que les choses continuent à aller ainsi, voilà la catastrophe. Ce n'est pas ce qui va advenir, mais l'état des choses donné à chaque instant qui compte. Alors, à nous les amis, à nous de faire advenir le meilleur. Grâce à votre force, rendez-vous le 9 juin.